Eh bien, bonjour à tous. Nous voici donc pour cette troisième session 2018 de nos webinaires en partenariat avec Commerzbank. Aujourd'hui, le sujet est un peu vaste, donc on va l'aborder d'une certaine manière que je vais vous expliquer rapidement. L'intitulé de ce troisième webinaire de l'année est le suivant, donc trucs et astuces pour faire les bons choix d'investissement. Alors, effectivement, on entend bien que par l'intitulé lui-même du webinaire, on reste sur quelque chose d'assez large. Donc dans cette présentation, nous allons essayer de vous livrer quelques astuces qui pourront vous aider dans vos choix d'investissement. Parmi lesquelles, quelles sont les corrélations éventuelles efficaces entre des sous-jacents différents, comment faire une approche sectorielle et déterminer là où les meilleures valeurs du secteur, existe-t-il des liens pertinents entre certains actifs, et bien d'autres petits facteurs qui pourront vous permettre de faire une prise de décision un peu plus facile que hasardeuse. Alors, qui suis-je? Bon, vous le savez, ceux qui nous suivent régulièrement, et la plupart d'entre vous me connaissent déjà, donc on ne va pas s'attarder sur qui je suis. Tout comme je ne m'attarderai pas volontairement sur certains passages qui n'ont pas nécessité de s'attarder parce qu'on va essayer de tenir le timing et vous doutez bien qu'en une petite heure, je ne vais pas pouvoir m'attarder sur chacun des exemples que je vous ai mis. En revanche, comme cette présentation peut vous être envoyée à l'issue de ce webinaire, j'ai préféré vous mettre à la fin un certain nombre d'exemples de graphes qu'on verra peut-être pas ensemble si on a aujourd'hui, mais que vous pourrez par la suite vous-même regarder et interpréter en fonction de ce qu'on aura vu ensemble. Alors, en préambule, une question évidente, effectivement, vient à l'esprit de tout investisseur. Comment savoir sur quel titre, sur quel produit, sur quel actif ou quel sous-jacent devrais-je investir? Pour y répondre, naturellement, de nombreuses sources d'informations sont mises à disposition. Des analyses fondamentales, des analyses quantitatives, des études ou encore, bien sûr, des analyses techniques. C'est évidemment ce dernier point sur lequel nous allons vous montrer quelques astuces, parfois méconnues, qui pourtant peuvent permettre de réussir de bonnes stratégies. Les notions clés pour commencer. Ce que j'appelle les notions clés, c'est ce qu'il faut savoir de manière générale. Dans un marché haussier, la seule attitude à avoir est d'être long ou neutre au pire. Donc être long, ça veut dire être à l'achat, évidemment. Dans un marché baissier, la seule attitude à avoir est d'être baissier ou neutre. Cela peut paraître évident, mais ça ne l'est pas, et c'est souvent une règle que l'on apprend que bien trop tardivement pour la plupart d'entre nous. Vendez donc les marchés qui montrent de la faiblesse et achetez ceux qui montrent plus de force. Autre chose également, les gaps indiquent souvent un changement de tendance, et c'est donc d'être là dès le premier jour où le gap se forme. Alors un gap, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce qu'on appelle un trou de cotation, comme on en verra certainement tout à l'heure dans les exemples que je vous ai préparés. Toujours dans les notions clés, conserver des analyses techniques simplifiées. Effectivement, faire des analyses complexes avec trop d'indicateurs ou de paramètres n'apportera que plus de confusion face à la prise de décision. Les analyses complexes amènent une certaine paralysie dans l'action, alors qu'un système d'analyse simple amènera rapidité et élégance dans vos décisions. Pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, même en termes d'analyse technique, il y a de nombreuses théories, il y a de nombreux indicateurs, et souvent on me dit « Ah, vous regardez pas les bandes de Bollinger, vous regardez pas les chandeliers japonais, etc. » Il est évident que si vous commencez à essayer de vous approprier chacune des théories, vous allez plus finir par être confus que clair dans vos décisions, puisque chaque théorie va vous donner un point différent. Alors comment savoir quelles sont les bonnes méthodes à employer? Moi, je vous inviterai à faire la chose que j'ai faite moi depuis 20 ans, c'est-à-dire choisir, déterminer une méthode qui vous convient et puis essayer de la mettre en pratique face au marché et voir quelles sont ses failles et quelles sont ses forces pour pouvoir par la suite l'utiliser. Pour gagner en bourse, il faut penser comme un fondamentaliste et trader comme un technicien. Il est important de comprendre les événements macroéconomiques et les fondamentaux qui drivent le marché, mais il est encore plus important de comprendre les aspects techniques du marché. Ici, on va vous montrer deux exemples de divergence sur un indicateur. Quelque chose de très basique, assez facile à comprendre. Qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? On constate que les prix et le RSI forment une divergence haussière. Il faut donc attendre la cassure
du bruit pour rentrer en position et viser 50% du retracement de Fibonacci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voyez ici l'évolution des cours, elle est clairement baissière. Alors que dans le même temps, ici, vous le voyez sur notre indicateur, le RSI, là, fait lui des plus hauts pendant que vos cours sont des plus bas. Vous avez donc ici la borne de votre RSI et ce qu'on appelle le bruit, c'est-à-dire toute cette borne-là qui est déterminée ici par cet espace vert. Une fois que cet espace vert est dépassé, vous avez une première confirmation de votre divergence haussière, donc une indication d'achat intéressante sur le sous-jacent, et vous voyez effectivement que l'entrée en position ici, dans cet exemple précis, était assez optimale. De la même manière, vous pouvez avoir des divergences baissières, comme sur ce graphique. On constate que les prix continuent de monter ici, et on verra par la suite que non seulement ils continuent de monter, mais que de plus, ils sont en train de former ce que nous on appelle un biseau, donc une figure d'étranglement, pendant que le RSI, lui, en revanche, fait des plus bas. Ce qui signifie divergence baissière possible, cassure du bruit, et effectivement entrée en position de façon, ici, à nouveau optimale. Les figures chartistes maintenant, j'en ai sélectionné un certain nombre pour vous. Ne vous inquiétez pas, à l'issue de la définition brève de chacune de ces figures, nous allons y joindre un exemple graphique. Ce qu'il faut savoir également, c'est que chacune de ces figures chartistes a été développée, pour ceux qui nous ont suivis, de façon un peu plus détaillée dans nos précédents webinaires et nos précédentes présentations. Je vous inviterai donc à les retrouver sur notre chaîne YouTube ou celle de notre partenaire Commerzbank, pour ceux que ça intéresserait d'approfondir un petit peu le sujet sur ce type de figure. Alors, première figure, l'overlap ou borne de polarité. Ceux qui me connaissent savent très bien que c'est l'un des points les plus forts en analyse technique me concernant. Donc, il s'agit d'une ligne de support ou de résistance, puisque en analyse graphique, tout est totalement symétrique, que ce soit à la hausse ou à la baisse, qui va donc se transformer en ligne de résistance ou de support lorsque le cours va passer en dessous ou au-dessus de la ligne en question. Un signal fort qui indique un niveau qui a de fortes chances de retenir le cours. En cas de rupture, le mouvement sera amplifié dans le sens de la cassure de l'overlap. Ce qui signifie effectivement que ces bornes de polarité, ces overlaps, sont des niveaux très intéressants à surveiller en termes de mise en place de stratégies d'investissement. Le canal, l'une des figures les plus basiques et les plus connues. Donc un canal apparaît lorsque le cours évolue entre un support et une résistance parallèle. Comme son nom l'indique, un canal, ce sont donc deux lignes parallèles qui peuvent être horizontales ou obliques, plus ou moins inclinées. Le signal à surveiller survient lorsque l'une des deux lignes est dépassée. Les cours suivront à la hausse en cas, ou à la baisse en cas de cassure de la résistance ou de cassure du support. Autre figure intéressante, qui est une figure dite de continuation, c'est le triangle. Donc le triangle est constitué de deux lignes, une parallèle à l'axe des ordonnées et l'autre oblique la plupart du temps, même si vous pouvez avoir des triangles symétriques. Ces deux lignes étouffent le cours jusqu'à ce qu'il sorte de cette configuration pour poursuivre son mouvement dans le sens précédent la période de consolidation en triangle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on le verra dans l'exemple que je vous ai préparé tout à l'heure. Les triangles sont effectivement des figures à l'intérieur desquelles les cours vont marquer une pause, mais ne vont pas pour autant changer la tendance globale du marché. Autre figure qui ressemble alors au triangle, et souvent on me pose la question comment différencier un biseau justement d'un triangle. Un biseau ou wedge en version originale, c'est une figure de retournement lorsqu'elle est en fin de mouvement et plus ou moins horizontale, comme on l'a vu tout à l'heure sur le graphique précédent, et comme on va le voir aussi sur le graphique que je vous ai préparé. C'est une figure qui est similaire au triangle d'une certaine manière, constituée de deux lignes obliques cette fois-ci. Le cours poursuivra son mouvement dans le sens opposé à celui précédent la période de consolidation en biseau. Vous verrez que, et c'est l'expérience qui parle ici, plus vous allez regarder des graphiques, plus vous allez réussir à déterminer si vous êtes en face d'un triangle ou d'un wedge. Les wedges ou biseaux sont beaucoup plus étranglés, beaucoup plus resserrés et la plupart du temps sont également plus étendus dans le temps. Vous avez par la suite les plus hauts historiques, qu'on aura noté PHH par simplification. Donc c'est un niveau important à surveiller dans l'évolution d'un cours car il signifie une période de grande incertitude à la fois pour les investisseurs et les dirigeants de l'entreprise visée. Il faut se méfier d'un retour à la baisse, tout comme la hausse pourrait se poursuivre. Il s'agit surtout de rester très vigilant aux fluctuations du cours.
Pourquoi un plus haut historique? Vous savez très bien qu'en termes d'investissement, il y a un facteur qui intervient, c'est le facteur psychologique. Lorsque vous arrivez sur le plus haut historique d'une valeur, je ne sais pas, hein, au hasard, mais si on prend des valeurs qui aujourd'hui sont sur des plus hauts historiques, comme les valeurs du luxe par exemple, comme Kering, LVMH, etc., lorsqu'on va revenir sur les plus hauts de cette valeur, il y a toujours cette question qui va se poser au niveau des investisseurs. Tiens, on arrive sur les plus hauts, est-ce que ça va pas être une borne de résistance, etc. On va voir également comment savoir lorsqu'un plus haut historique peut être un signal de danger, ou comment, au contraire, les plus hauts historiques ne sont pas forcément à interpréter comme des signaux de retournement de marché. Il est évident que lorsque vous avez une valeur qui monte et qui ne cesse de faire des plus hauts historiques, il est évident que chaque plus haut historique n'aura eu aucune véritable signification sur l'intervention de l'investissement. Autre figure chartiste intéressante qui peut très bien, et on le verra, se joindre au plus haut historique, il s'agit des double top ou double bottom. Bon, comme leur nom l'indique, même si c'est de l'anglais, il s'agit de niveaux horizontaux qui vont arrêter les cours dans un sens comme dans l'autre et faire profiter de retournements possibles. J'insiste ici, comme on le verra dans les exemples tout à l'heure, que double top ou double bottom, c'est ce qu'on appelle chez nous le minimum. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple avoir un moment, comme on l'a vu sur le CAC, les 5000 points qui avaient servi de support à 2 reprises. Ça peut être après un triple top, un quadruple top, etc. Plus un niveau va servir de résistance ou de support, plus il va avoir une efficacité et avoir un intérêt et présenter un intérêt particulier en termes de stratégie d'investissement. Autre figure qu'il faudra surveiller, le drapeau, flag en version originale. Il s'agit d'une figure de continuation, cette fois, comme le triangle, qui, comme son nom l'indique, là encore, est constitué de 2 lignes parallèles inclinées qui vont donc former un drapeau, puisque tout le monde voit à peu près comment est formé un drapeau. Le cours poursuivra son mouvement dans le sens identique à celui précédant la période de consolidation en drapeau. Je tiens encore une fois à préciser que tout étant symétrique en termes d'analyse technique, les drapeaux vont intervenir aussi bien dans un mouvement haussier que dans un mouvement baissier. Un drapeau dans un mouvement haussier va poursuivre le mouvement haussier. Un drapeau dans un mouvement baissier, comme on le verra tout à l'heure sur EDF, va au contraire faire poursuivre le mouvement de baisse. L'épaule tête-épaule, ETE, c'est un peu plus difficile à déceler, mais parfois terriblement efficace. Cette figure de retournement va donc dessiner 3 sommets ou 3 creux pour l'épaule tête-épaule inversée, dont les 2 extrêmes sont proportionnels et celui du milieu plus important. C'est pour ça qu'on va appeler les 2 extrêmes des épaules et la figure du milieu la tête, puisque vous le savez, la tête est toujours plus élevée que les épaules. En tout cas, je vous le souhaite. Ensuite, le diamant, plus rare mais quand même bon à connaître, le diamant est également une figure de retournement de marché qui se présente sous la forme d'un losange allongé au sein duquel les cours s'enferment avant de repartir cette fois dans le sens contraire, ce qui est la définition même de la figure de retournement. Donc, ces 9 figures que je vous ai présentées là, on va les mettre en application maintenant sur des graphiques pour essayer de bien comprendre et pour bien réaliser que ce que je vous dis en théorie se retrouve dans la pratique et peut permettre effectivement de mettre en place des stratégies intéressantes d'investissement. Donc là, ici, on parlait des overlaps. Donc les overlaps sont des formes de bornes de polarité qui sont ici tracées en bleu, que vous voyez ici. Ces bornes de polarité indiquent très clairement des niveaux sur lesquels le marché va à chaque fois trouver tour à tour soit support, soit résistance. Alors vous allez me dire, très bien, mais à quoi ça sert que vous m'appreniez ça là aujourd'hui? À quoi ça sert? En quoi ça peut être un truc, une astuce pour mes prochains investissements? Eh bien, figurez-vous que si là, sur Airbus, à l'intérieur duquel on peut également voir ici un canal, si vous aviez joué les overlaps, c'est-à-dire si à chaque fois que vous aviez tracé un niveau horizontal, lorsque vous voyez apparaître une résistance, et qu'à chaque fois que ce niveau horizontal avait été dépassé, vous attendiez un retour sur ce niveau, vous voyez, donc les flèches rouges ici indiquent le niveau de résistance, et par la suite les flèches vertes indiquent sur la même ligne le niveau de soutien sur lequel l'investisseur peut entrer en position de façon relativement confortable. Et vous voyez que régulièrement, quasiment à l'intérieur de toute la hausse d'Airbus
entre mars 2009 et quasiment août-novembre 2015, vous avez effectivement des overlaps qui ont été respectés, c'est-à-dire des niveaux de résistance qui par la suite sont venus jouer le rôle de support et permettre donc à l'investisseur de trouver des points d'entrée intéressants, même lorsque le marché parfois peut montrer des signaux de faiblesse importants. Ça, c'est extrêmement important que vous arriviez à l'intégrer. Pourquoi? Parce que très souvent, l'un des facteurs les plus difficiles à appréhender pour l'investisseur, c'est justement le facteur psychologique, le facteur peur en fait. Qu'est-ce qui va me permettre de rentrer sur ce niveau lorsque Airbus a l'air de faiblir et de marquer un temps d'arrêt à 3 reprises? Qu'est-ce qui va me permettre d'avoir confiance en un niveau? On l'abordera un peu plus tard également dans la présentation que je vous ai faite sur le money management. C'est pour ça que je préfère passer un peu plus vite pour qu'on ait le temps de finir cette présentation. Autre exemple d'overlap, ici sur Saint-Gobain, que vous voyez très bien, ici sur ces traits bleus, comme vous pouvez le voir. Vous voyez ici, si on part depuis octobre 2002, on voit bien qu'on monte jusqu'à ce niveau-là, flèche rouge. Ce niveau contient les pressions acheteuses, donc les cours marquent une consolidation, mais repartent quand même à la hausse. À partir du moment où ils repartent à la hausse et qu'ils ont dépassé ce précédent niveau, ils vont venir se servir de ce niveau de résistance comme support pour repartir à la hausse une fois suivante. Et c'est le cas à une reprise ici, une deuxième reprise ici, une troisième reprise ici et une quatrième reprise ici. Donc on voit bien là encore sur Saint-Gobain l'efficacité de niveaux comme les overlaps. Alors, le canal, je vous ai mis évidemment le CAC 40 puisque ça reste le sous-jacent le plus suivi. Donc vous voyez, ici on aurait pu le resserrer un peu, mais ceux qui le savent, le canal ici, à l'intérieur duquel évoluait le CAC, avait démarré depuis septembre 2011 exactement. Et on en est sorti ici, c'était courant 2016, donc c'est quand même un canal qui a duré pendant 5 ans. On voit ici une autre forme de canal, même si ça peut ressembler à un drapeau. Et on voit ici un drapeau très clairement, là vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, donc un drapeau, figure de continuation. On voit bien que les cours sont venus buter ici en pullback sur le canal précédent. Ils ont marqué pendant un temps un peu plus long que la normale, un temps d'arrêt, c'était tout l'été là de 2017. Ceux qui nous avaient suivis s'en souviennent bien. Et puis, on est venu trouver sur les 5000 points, cette bande de polarité, un point d'appui qui nous a permis de sortir du drapeau et de retrouver une tendance haussière sur le CAC qui a à nouveau dépassé, puisque là il s'agit d'anciens graphiques, les 5500 pour revenir aujourd'hui autour des 5400 points. Autre exemple très flagrant de canal très efficace, le canal sur l'eurodoll, donc l'euro-dollar, et ceux qui le savent très bien également que l'euro-dollar est venu depuis, après avoir testé quasiment la bande supérieure de ce canal en place quand même depuis avril 2008, hein, je tiens à vous le dire, l'eurodoll s'est retourné violemment à la baisse, puisque aujourd'hui il est repassé autour des 1 de mémoire entre 1,16 et 1,18. Voilà. Donc on voit bien encore ici l'efficacité d'une autre figure telle que le canal. Les triangles, alors je vous en parlais tout à l'heure sur EDF, qu'est-ce qu'on voit ici sur les triangles? On voit très bien que si on regarde la baisse entre novembre 2007 et novembre 2012, donc une baisse qui aura quand même duré pendant 5 ans, on voit bien comment à chaque fois les triangles ont servi de figure de continuation à la tendance dans laquelle on était. Donc une phase de baisse ici, donc baisse, triangle, baisse. Si on part sur une optique de plus long terme, on a ici une phase de baisse, un plus large triangle, suivi d'une autre phase de baisse que je vous entoure ici. En effet, ce triangle-là, figure de continuation baissière, correspond à toute cette baisse-là. D'accord? À l'intérieur même de cette baisse, on a 2 triangles qui restent des figures de continuation baissière, ici également, qui ont permis de jouer la baisse pendant pratiquement 5 ans sur cette valeur. On a pu constater ici un signal d'achat sur EDF. Là encore, je vous dis, c'est un vieux graphique. Hein. Donc là, ce que je voulais que vous voyez bien ici, c'était les triangles baissiers à l'intérieur de cette longue baisse sur EDF. Ici, nous avons un exemple de biseau, et on va pouvoir voir ensemble quelle est la différence entre un biseau, donc figure de retournement, et un triangle, et on le voit très précisément ici sur les cours du pétrole. Vous voyez très bien ici le biseau d'étranglement à l'intérieur desquels les cours n'ont pas pu effectivement trouver une tendance, puisque ici vous avez une forte zone de résistance, hein,
qui est marqué par les 5 flèches rouges qu'on voit très bien sur les cours du pétrole, donc du Brent, jusqu'en juin 2014. Et on voit en parallèle cette borne de soutien qui est venue effectivement servir de support au cours. Vous voyez là les nombreuses fois où les cours sont venus rebondir sur cette oblique. Et on sent bien ici un essoufflement de marché. On sent bien que les cours n'arrivent plus à trouver de ce qu'on appelle nous un momentum, c'est-à-dire une impulsion haussière suffisamment importante. Ils finissent par être étranglés, puisque le biseau est une figure dite d'étranglement. Et à l'issue de ce biseau, vous voyez bien la cassure ici du biseau qui a eu lieu courant 2014, a marqué un signal de baisse très violent sur les cours du pétrole qui sont revenus autour des 35 $ alors qu'ils étaient arrivés au-dessus des 122 $ en 2014. Donc on voit bien encore ici l'efficacité de ce type de figure. On voit également ici la formation d'un canal qui pour l'instant reste un canal même si on a eu effectivement des niveaux on a vu des niveaux bien plus hauts sur le Brent. Aujourd'hui, on reste prudent, savoir est-ce qu'on est à l'intérieur d'un canal ou d'un drapeau, l'avenir nous le dira. Sur le graphique suivant, qu'est-ce qu'on voit? Bon, on voit sur la valeur Netflix, une valeur américaine mais que la plupart d'entre vous connaissent bien, on voit un exemple de plus haut historique, mais on voit non seulement un exemple de plus haut historique, mais un exemple de ce qu'on appelle aussi un double top. Donc on voit très bien ici, sur les 2 flèches rouges, que malgré une évolution très forte des cours de l'action Netflix, qui a effectivement su révolutionner dans sa catégorie la diffusion justement de séries, de films, etc. Ici, on voit quand même très nettement sur les niveaux autour des 423 $, le double top, le plus haut historique, et on voit également, si on a envie de pousser encore l'analyse un peu plus loin, que sur le RSI, on avait une légère divergence baissière ici qui a été confirmée. Donc, on constate que l'accumulation de facteurs techniques peut donner des indications très nettes sur des stratégies d'investissement. Qu'est-ce qu'on voit ici sur le titre Unibail Rodamco? Donc une des plus grosses valeurs immobilières du CAC 40. On voit ici très clairement un double top qui pourrait presque même être un triple, voire un quadruple top. En tout cas, on voit une zone de résistance ici qui est marquée par ce rectangle rouge qui a fini par empêcher les cours de poursuivre leur impulsion haussière à l'intérieur de laquelle ils étaient auparavant. On voit également, toujours sur Unibail, intéressant, des overlaps ici tracés en bleu et un triangle de continuation qui est tracé ici en gris. Alors, les double bottom, on voit ici sur le titre Société Générale plusieurs choses. On voit ici un double bottom, vous voyez bien les 5 flèches vertes qu'on voit ici qui ont bien montré une zone d'appui très forte sur laquelle, qui avait en plus été la zone d'appui du point bas de mars 2009. Ça veut dire que ce niveau-là était pour nous un analyse technique, un niveau très intéressant à surveiller. Et pourquoi très intéressant? Parce que vous pouvez très bien dire, oui, vous êtes bien gentil, mais il n'y a pas de niveau magique. Ce niveau-là, il aurait très bien pu céder à un moment. On aurait très bien pu finir par casser ce niveau et repartir à la baisse. Oui, moi, ce que je suis en train de vous donner, c'est pas des trucs de magicien. C'est des méthodes d'investissement, de money management qui sont des méthodes pertinentes. Pourquoi pertinentes? Parce que vous n'avez pas grand-chose à perdre lorsque vous repérez des niveaux comme ça, à investir à l'approche de ces niveaux, puisque vous allez avoir ce qu'on appelle un risk-reward très intéressant. C'est-à-dire que si jamais vous êtes trompé, vous allez d'une part très vite pouvoir vous en rendre compte, et d'une autre part, vous allez même pouvoir très vraisemblablement inverser votre stratégie et récupérer ce que vous auriez rapidement perdu, puisque la cassure de ce niveau que vous voyez ici, vous pouvez être sûr que si elle avait eu lieu, elle aurait engendré un mouvement de baisse conséquent avec des objectifs de baisse intéressants pour justement récupérer la perte occasionnée auparavant. Vous voyez également sur Société Générale ici des overlaps, vous voyez ici un triangle de continuation. On a ici un nouveau double top, un nouveau double bottom qu'on constate très clairement, qui a effectivement joué son rôle puisque les cours sont repartis à la hausse. Et on sait qu'aujourd'hui, le secteur bancaire est un petit peu en berne pour le moment. Donc, prudence sur ce secteur dans les semaines à venir. Et surveiller donc la politique des banques centrales. Alors, sur AXA, on a là également un nombre d'exemples assez intéressants. Les drapeaux, donc on en voit un ici. Donc les drapeaux sont marqués en bleu ciel. Donc on voit bien des figures de continuation, c'est-à-dire ici d'abord double bottom,
je monte, je rentre à l'intérieur d'un drapeau, je poursuis ma tendance haussière, je marque ici un overlap, je poursuis ma tendance haussière, nouveau drapeau de continuation, nouvel overlap, et puis août 2000, bulle Internet, éclatement de la bulle Internet, crack boursier, etc. Et à la baisse, à nouveau, je peux jouer mes overlaps, je peux à nouveau ici jouer non pas un double bottom, mais un triple bottom, etc., etc. Ici, on identifie un canal, un drapeau. Donc vous voyez bien que toutes ces figures dont je vous ai parlé d'un point de vue théorique peuvent être mises en pratique de façon très claire. L'épaule tête-épaule, alors là on en avait une un petit peu biaisée mais quand même intéressante sur le titre Air France. Hein. On voyait bien ici la formation, comme on le disait, d'un niveau on va dire de sommet qui allait être d'échelles différentes, de proportions différentes. On a ici une première épaule qui est proportionnelle à cette épaule-là, qui peut être également identifiée ici. On a ici la tête qui est un peu plus élevée que les épaules et cette ligne de cou que vous voyez là en violet sur les 8,9. Et on voit bien qu'au moment de la cassure de cette ligne de cou, on a eu un fort potentiel de baisse qui nous a ramené ici sur l'objectif théorique des 5,50, même un peu plus bas. Donc on voit bien que cette figure d'épaule-tête-épaule est bel et bien une figure de retournement. Alors le diamant, je l'ai dit que c'était une figure un peu plus rare à trouver, mais on en a un ici intéressant sur BNP Paribas. Donc vous voyez le losange ici dessiné en violet. On voit que les cours, avant l'entrée dans le losange, évoluent à la hausse. Ils rentrent dans ce losange à l'intérieur desquels on voit bien qu'ils testent scrupuleusement les contours du losange et finissent par s'essouffler pour ici, à l'intérieur du cercle rouge, marquer une cassure baissière qui a effectivement marqué un potentiel de baisse intéressant. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Profitons-en sur BNP. On voit ici en bleu ciel un drapeau. On voit ici en gris un wedge très intéressant avec une borne de résistance horizontale très forte et une cassure baissière très violente. On voit des overlaps en bleu ici. Et on voit également en noir ici ce qu'on appelait donc le double bottom, donc figure de retournement haussière. Donc vous voyez bien là encore que sur un seul graphique, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 exemples de figures chartistes que j'ai pu vous donner d'un point de vue théorique qui se sont vus dans la pratique, se sont vus testés dans la pratique. J'ai voulu également faire un petit passage sur le money management. Alors, comme on avait déjà fait une présentation plus détaillée sur ce point-là, on ne va pas s'y attarder puisque on est déjà à pratiquement une demi-heure de présentation. Donc je vais passer assez vite, mais c'était intéressant qu'on voit quand même ensemble ces slides-là et que vous puissiez les avoir par la suite pour ceux qui souhaitent recevoir la présentation et la relire tranquillement chez eux ce week-end, pendant les vacances, au bord de la plage ou sur votre divan par exemple. Alors, un rappel utile en termes de money management et de risk management, il faut savoir ouvrir une ligne au bon moment et tout aussi important, c'est de savoir la clôturer. Ceci, quelle que soit la figure où l'on se trouve. Situation 1, lorsque la position se passe bien, et situation 2, lorsque la position se passe mal. Alors c'est vrai que lorsqu'on est en position, que la position se passe bien, on est quand même psychologiquement assez confortable et on est même plutôt un petit peu excité, on a un peu d'adrénaline, puisque on voit qu'on est en train de gagner de l'argent. En revanche, lorsque la position se passe mal, là, on est un petit peu plus embarrassé. Et il y a un adage qu'on entend souvent qui est absolument pas appliqué en bourse, à savoir tant que c'est pas vendu, c'est pas perdu. Pourquoi c'est faux? Pour deux raisons. D'abord parce que le temps c'est de l'argent et que vous pouvez parfois garder une position pendant, je sais pas, 5, 10, 15 ans sans revenir à l'intérieur de vos niveaux. Et ensuite, parce que vous avez l'inflation, vous avez un tas de choses qui vont vous faire en sorte que garder une position perdante sur le long terme n'est pas forcément du tout un bon choix. Le money management consiste donc à gérer et donc faire fructifier son capital tout en maîtrisant, donc minimisant les risques. Pour ce faire, il faudra appliquer et suivre des grands principes de base tout en sachant qu'il n'y a pas un seul type de money management. En effet, chaque investisseur va agir selon son propre profil. Vous allez avoir des profils très sécuritaires jusqu'à des profils très agressifs. Mais quel que soit le profil en question, il va rester certaines règles très utiles à appliquer et que tout le monde ne connaît pourtant pas forcément. C'est ce que je vais voir avec vous dans cette présentation. Les grands principes. En matière de bourse, il faut savoir perdre 7 fois 1 euro pour gagner 1 fois 10 euros. C'est un principe de base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut bien savoir que la bourse, c'est pas
Un casino, c'est d'abord, pour certains, un métier, pour d'autres, une façon d'investir, de faire fructifier son capital. Il est évident que savoir couper ses pertes est la chose la plus difficile en termes d'investissement boursier. Voici donc une liste des grands principes de base utiles et nécessaires à mettre en place pour un management pertinent. Comprendre la notion capitale de risk-reward. Savoir appréhender son ratio winner-loser. Alors, le risk-reward, c'est quoi? Et le winner-loser, c'est quoi? Je ne sais pas si je vous les ai présentés. Oui, on va les voir par la suite. Trouver son niveau ou sa fourchette d'entrée. Placer et respecter son stop de sécurité. Par exemple, on va le voir par la suite, mais si vous achetez une action à 10 €, à partir de quand vous décidez de la revendre? Quand elle est tombée à 9, 8, 7, 6, il est évident qu'au bout d'un moment, il faut savoir couper sa perte. Déterminer la taille de son investissement également. Vous avez un portefeuille de 10 000 €, un portefeuille de 50 000 €, un portefeuille de 2 000 € ou un portefeuille de 100 000 €. Comment savoir si vous voulez acheter une ligne, je ne sais pas, sur Orange, sur Renault, sur Air Liquide, comment savoir quelle taille d'investissement vous allez mettre sur cette ligne. Il faut savoir également sécuriser une partie de ses gains. Souvent, lorsqu'on est en position gagnante, on a envie de poursuivre l'adrénaline et de se dire tiens, bah ça y est, je suis gagnant, c'est très bien, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je revends et je prends mes bénéfices? Est-ce que je garde parce que je pense que le titre va encore monter? Ou est-ce que je sécurise une partie de mes gains? C'est-à-dire, par exemple, vendre la moitié de sa position et garder une autre moitié au cas où, effectivement, le titre continue de monter. Voilà. Donc, je ne sais pas, j'ai acheté Orange à 14 €. Orange est arrivé à 16 €, j'ai déjà pris 2 €. Très bien, je trouve que c'est un pourcentage intéressant, mais j'ai l'impression qu'Orange peut continuer de monter. Je vends la moitié de ma ligne à 16 € et je vois ce qui se passe pour la suite. Effectivement, si le titre retombe à 15 €, je coupe pour rester gagnant sur ma position globale. Et si le titre continue de monter, bah, une fois qu'il est passé à 18, bah, je peux vendre la deuxième moitié de ma ligne et moyenner, effectivement. Donc, si j'ai vendu une moitié à 16, une autre moitié à 18, j'aurais vendu la totalité de ma ligne autour de 17 €, ce qui m'aura fait un gain de 3 € par action. Il faut également parfois savoir se renforcer ou s'alléger. Se renforcer lorsqu'on est dans une tendance, par exemple, on peut très bien avoir acheté un titre et puis se rendre compte que le titre a un potentiel de hausse intéressant. Donc ne pas hésiter à se renforcer, ça veut dire racheter à nouveau du même titre. S'alléger, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est au contraire, lorsqu'on est sur un titre qui monte et qu'on sent que la hausse commence à montrer des signes de faiblesse, là, on peut commencer à s'alléger, c'est-à-dire vendre une partie de sa position. Ce qui s'appelle donc prendre des bénéfices partiels. Et il faut également, et surtout, ça vraiment, je n'aurai jamais de cesse de le répéter, savoir couper une position perdante. Donc reprendre la notion de risk-reward, c'est une notion capitale de tout type de gestion, de trading et de tout money management. Le ratio risk-reward, qu'on appelle RR dans notre jargon, établit le rapport entre le risque encouru et le rendement attendu. Il est évident que dans tout type d'investissement, que ce soit en gestion, en trading, c'est-à-dire en long ou en court terme, vous allez avoir en abscisse et en ordre de day le rendement et le risque. Personne ne va venir vous dire, moi, j'ai un produit qui va vous offrir un rendement formidable avec un risque minimum. Toutes les personnes qui vont vous parler de cette façon-là, vous pouvez être sûr, et je vous le dis ouvertement, que ce sont des charlatans ou des escrocs, l'un ou l'autre. Il faut toujours mesurer le potentiel de gain en fonction du risque qu'on est capable de prendre. Le risk-reward, donc, va s'établir de la façon suivante. Quel est le gain que j'envisage de faire et quelle est la perte que je suis capable de supporter par rapport au gain que j'envisage de faire. Un risque-reward compris entre 2 et 3 sera considéré comme un très correct. Entre 3 et 5 comme très bon et au-dessus de 5 comme excellent. Ça veut dire quoi entre 2 et 3? Ça veut dire que je suis prêt à gagner 2 ou 3 €, 2 ou 3 $, 2 ou 3 ce que vous voudrez, en face d'une perte d'1 € ou d'1 $, ou encore une fois de ce que vous voudrez. Le risk-reward compris entre 3 et 5, ça veut dire que je suis prêt à gagner 3 et 5 pour une perte de 1, et au-dessus de 5, ça veut dire que je suis prêt à gagner 5, 6, 7, etc. pour une perte de 1. L'autre notion qu'il faut absolument connaître en termes de money management à côté du risk-reward, il s'agit du ratio winner-loser. Le ratio winner-loser, de l'anglais gain-perte, détermine le rapport entre le nombre de positions gagnantes et le nombre de positions perdantes. Chaque investisseur qui a acquis un minimum d'expérience peut déterminer sur l'ensemble de ses stratégies le rapport entre le nombre de ses positions qui se seront avérées gagnantes et celles qui auront été finalement perdantes. Ce ratio va s'exprimer naturellement en pourcentage.
On peut donc envisager une classification suivante, qui est là très arbitraire, mais qui peut vous donner un ordre d'idée. Un winner-loser inférieur à 40% sera considéré comme relativement mauvais. Entre 40 et 60, il sera considéré comme correct. Entre 60 et 70 comme bon, entre 70 et 80 comme très bon, et au-dessus de 80 comme excellent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à chaque fois que vous prenez une position, vous avez raison 8 fois sur 10, vous êtes dans un ratio excellent en termes de winner-loser. Maintenant, pourquoi est-ce que ces deux notions de risk-reward et de winner-loser sont intéressantes? Pour la bonne et simple raison que c'est l'accumulation de ces deux informations qui va vous permettre d'avoir un money management intelligent. Je m'explique. Quelqu'un qui aura raison, disons, une fois sur deux, 50% du temps, c'est pas énorme, c'est-à-dire qu'il va se tromper une fois sur deux quand il va investir en bourse. Lui, cette personne-là, va devoir avoir un risk-reward important. Pourquoi? Puisque s'il a raison qu'une fois sur deux, il faut qu'à chaque fois qu'il gagne au moins 3 fois ce qu'il a perdu quand il a perdu. Dans ce cas-là, si vous mathématiquement sur la durée, ça sera quelqu'un qui aura un money management intelligent puisqu'il sera gagnant sur la durée. Inversement, quelqu'un qui a un taux de winner-loser très fort, par exemple, qui va avoir raison, comme nous on l'a chez des experts dans notre service, entre 70 et 80% du temps. Cette personne-là peut se permettre de perdre à chaque fois autant qu'il gagne, puisqu'il sait que sur la durée, il aura raison plus de 70% du temps. Donc même si à chaque fois qu'il gagne, il gagne 10 et qu'à chaque fois qu'il perd, il perd 10, sur la durée, son money management sera intéressant. Trouver son niveau d'entrée. Effectivement, il ne suffit pas de vouloir acheter un titre ou un produit, il faut savoir à quel niveau, donc dans quel timing intervenir. Après avoir décidé d'investir sur un sous-jacent quelconque, on doit savoir à quel moment intervenir. Comment choisir un bon niveau d'entrée ou une fourchette d'entrée pertinente? Il va y avoir deux grands cas de figure qui vont se présenter à ce moment-là. Anticiper un inversement de tendance, avec notamment par exemple les figures que je vous ai présentées tout à l'heure, ou prendre le train en marche. On a plus souvent du mal à prendre un train en marche parce qu'on a toujours peur, lorsque le train est déjà parti, de se dire « mince, est-ce que je vais arriver au bon moment ou est-ce qu'au moment où je vais prendre ce train en marche, je vais tomber au moment où justement le train est arrivé à quai et où le marché va repartir dans l'autre sens ». Il faut savoir donc placer et respecter un stop de sécurité. Il y a une phrase du baron James de Rothschild qui disait « j'ai fait fortune en vendant toujours un peu trop tôt ». C'est très important de bien avoir en tête cette notion-là aussi. Pourquoi? Parce que c'est vrai que vous avez acheté un titre, je ne sais pas, à 50 euros, et le titre arrive à 60, 62 euros, et là vous dites, ah j'ai quand même gagné 10, 12 euros par action, j'ai envie de le revendre. Bon. Vous vendez votre titre à 62 euros, et un mois plus tard, vous voyez que le titre est à 70 euros. Il ne faut pas regretter d'avoir vendu trop tôt. Parce que peut-être qu'un mois après, le titre sera à 70, mais peut-être qu'un mois après, finalement, le titre sera revenu à 40, à 30. Et là, vous n'aurez pu, non seulement vous n'aurez réalisé aucun gain, mais en plus, vous aurez encaissé une perte. Placer son stop en fonction de ses objectifs afin de respecter le principe du risk-reward. Trouver des niveaux techniques efficaces afin d'identifier des zones d'inflexion de marché possibles, comme on l'a vu tout à l'heure, par exemple, avec l'overlap. Pensez aussi à décaler le stop par rapport au niveau clé afin d'éviter un léger spike et de garder une marge de manœuvre cohérente. Qu'est-ce qu'on appelle un spike en matière boursière? Un spike, c'est un mouvement très vif, d'amplitude très importante, qui aura lieu dans une durée de temps très restreinte. Là, c'est effectivement ce qui peut parfois être très dommageable lorsqu'on rentre en position sur un titre. Par exemple, vous décidez d'acheter un titre à 12 euros et vous avez un spike très violent, c'est-à-dire que le titre repasse à 10 euros et revient à 12 euros dans une durée de temps très restreinte. Si vous arrivez à écarter un petit peu votre stop, vous pouvez éviter ce type de configuration. Après le money management, j'ai voulu vous faire un slide sur le hedging. Qu'est-ce qu'on appelle le hedging? On ne va pas s'y attarder puisque ça nécessite plus que quelques minutes, mais il était quand même bon de savoir que ça peut faire partie des trucs et astuces en termes d'investissement. Donc on parle de stratégie de hedging lorsqu'on se couvre contre les fluctuations d'un cours. Pour se protéger, on prend alors deux positions opposées d'un même secteur ou face à un indice de référence avec le même montant. Le risque est donc souvent nul ou bien réduit. Le hedging est à utiliser lorsqu'on a des doutes sur la tendance à venir du marché. Prenons un exemple. Vous décidez d'acheter une valeur du CAC 40. D'accord?
parce que vous avez l'impression que cette valeur présente un potentiel de hausse intéressant. Je ne sais pas, je vais prendre au hasard, totalement, quand je dis au hasard, c'est vraiment totalement au hasard, le titre AXA, par exemple. Bon, vous dites AXA a beaucoup baissé ces derniers temps, j'ai envie d'investir sur AXA. Vous avez la possibilité d'acheter, par exemple, je ne sais pas, pour 2000 € de titre AXA. Si vous voulez vous hedger, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez en face acheter 2000 € de position inverse, soit sur une valeur qui va rester dans le secteur d'AXA, donc une valeur financière, soit sur l'indice référent du titre AXA, soit l'indice sectoriel des banques assurances, soit le CAC, puisque AXA fait partie du CAC. Pourquoi on appelle se hedger et se couvrir par rapport à ce type d'investissement? Parce qu'imaginez que AXA monte très bien, vous avez raison, et vous êtes gagnant puisque vous avez acheté du AXA. Si AXA monte et que le CAC baisse, vous allez être doublement gagnant. En revanche, si AXA baisse, mais que vous êtes couvert en prenant une position baissière sur le CAC, puisque AXA fait partie d'une des grosses valeurs du CAC, vous avez des chances de minimiser la perte d'AXA en récupérant une partie de votre investissement sur la stratégie de hedging que vous avez mise en place, c'est-à-dire sur la position baissière que vous aurez prise sur l'indice de référence. En dehors du hedging, vous avez ce qu'on appelle les valeurs refuges ou défensives. Une valeur refuge est un investissement vous permettant de sécuriser votre patrimoine malgré les périodes de crise. Elles sont aussi utilisées dans le hedging qu'on vient de voir ensemble pour sécuriser des investissements. Il peut y avoir plusieurs valeurs refuges, comme l'immobilier parfois. Il y a certaines personnes qui disent là il faut investir dans la pierre. Bon. Le dollar à une certaine époque, le yen japonais, les obligations d'État, le franc suisse. Mais la valeur refuge par excellence depuis des millénaires, c'est bel et bien l'once d'or, comme on va le voir sur le graphique que je vous ai présenté par la suite. Je n'ai pas pu, pour des raisons de timing, vous mettre des valeurs défensives. Certains d'entre vous les connaissent, mais vous avez des titres défensifs qui sont très solides, qui sont ce qu'on appelle des titres de fonds de portefeuille, comme Air Liquide, comme parfois L'Oréal, comme Pernod Ricard, comme Danone, etc. Pourquoi l'or est une valeur refuge par excellence? Donc on passe sur le slide suivant, et là on regarde un graphique, et on va voir quelque chose quand même d'assez remarquable dans ce qu'on appelle, nous, l'indice contrariant de référence sur la durée. Il faut bien savoir que ce graphique de long terme, qui est un graphique en base mensuelle, démarre pratiquement dans les années 80. Donc on est quasiment 40 ans en arrière sur ce graphique-là. Qu'est-ce qu'on voit de remarquable sur ce graphique? On voit ici qu'entre les années 80 et les années 2000, on se souvient que c'était la période faste de la bourse, que la bourse avait le vent en poupe et que les investisseurs n'avaient qu'une chose à faire, c'était acheter, vendre tranquillement sur les indices actions. Que faisait l'or pendant cette période où les indices étaient en train de monter? L'or consolidait à l'intérieur d'un large triangle que vous pouvez voir ici. Que s'est-il passé lors des années 2000? Tout le monde s'en souvient, année 2000, éclatement de la bulle Internet, première grosse véritable crise et krach boursier. À ce moment-là, les indices et les actions se sont retournés violemment. Bulle Internet, attentat du 11 septembre, etc., etc., qui ont fait que les marchés sont venus jusqu'en mars 2003 marquer une forte accélération baissière. Qu'a fait l'or à partir de ce moment-là? Justement, au moment où les indices ont marqué des signaux de baisse intéressants, et bien là, l'or, lui, a au contraire marqué un nouveau potentiel de hausse très intéressant, puisqu'on voit qu'entre les années 2000 et jusqu'en septembre 2011, l'or est venu marquer une hausse très nette, puisque l'once est revenu autour des 1800 $ à peu près. Alors là, vous allez me dire qu'entre 2000 et 2011, l'or ne faisait que monter, mais les indices n'ont pas fait que baisser. C'est vrai. En revanche, on voit bien qu'entre les années 80 et 2000, l'or n'a pas fait non plus que baisser pendant que les indices montaient. Les indices, entre les années 2000 et jusqu'en septembre 2011 pratiquement, où la plupart d'entre eux sont rentrés dans un canal haussier, les indices, eux, ont fluctué en 3 temps. Il y a eu une première vague de baisse année 2000-2003. Entre 2003 et 2007, on a une vague de hausse où on a repris un petit peu confiance, et puis éclatement de la bulle du subprime entre 2007 et 2008, où là, nouvelle crise de 2008 jusqu'à quasiment mars 2009, voire septembre 2011, pour certains qui préfèrent marquer le début de l'entrée dans le fameux canal.
Les corrélations, enfin, une autre astuce de trading de gestion, souvent ignorée ou méconnue, consiste en la corrélation que l'on peut établir entre deux actifs ou sous-jacents qui, sans être totalement identiques dans leur évolution respective, vont pouvoir vous donner des indications l'un par rapport à l'autre. Pour profiter de ce point-là, il suffit d'observer régulièrement l'évolution graphique de chacun des deux actifs et voir si l'un ne donne pas une indication sur l'autre dans un délai de temps différé. Je vous ai mis ici deux exemples très marquants de corrélation. Vous avez d'abord la corrélation entre l'or et l'argent. Si on regarde ici, vous voyez, je passe volontairement de l'un à l'autre. Si on regarde le cours de l'or et le cours de l'argent, vous voyez très nettement que la tendance est pas identique, mais quand même très proche. On voit bien, en passant de l'un à l'autre, que lorsque l'or est dans une tendance plutôt baissière, l'argent marque lui aussi la baisse de façon peut-être un petit peu plus accentuée. Inversement, lorsque l'or rebondit, on voit bien également que l'argent, lui, rebondit. Et lorsque l'or, comme il est en train de le faire actuellement, marque à nouveau des signaux de faiblesse, on voit bien ici, sur les cours de l'argent, des niveaux de faiblesse, puisque les cours n'arrivent pas à s'affranchir d'une oblique de résistance baissière. Autre cas de figure très intéressant de corrélation, c'est le CAC et l'Eurostoxx. Alors là, vous allez me dire, oui, dans l'Eurostoxx, vous avez quoi? L'Eurostoxx, c'est l'indice qui va réunir les 50 plus grandes valeurs de la zone euro. Donc il est évident que pour le moment encore, et touchons du bois, la France reste un des fleurons de la zone euro. Donc à l'intérieur de l'Eurostoxx, vous allez avoir une majeure partie de valeurs du CAC. Vous allez avoir quelques valeurs du DAX également, qui est l'indice de référence allemand, et des valeurs espagnoles, italiennes, hollandaises, etc. Mais regardez ici de quelle manière, quand même, le CAC et l'Eurostoxx évoluent de façon quasi similaire. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'observer des corrélations entre deux actifs différents? Parce que vous allez pouvoir vous servir de l'analyse de l'un de ces deux actifs pour pouvoir anticiper l'évolution de l'autre des deux actifs. Par exemple, je me souviens très bien que si on regardait ici, là, ce canal à l'intérieur duquel on était dans les années 2010, très difficile à appréhender pour les investisseurs. La cassure du canal sur le CAC avait pu avoir lieu peut-être à 1 ou 2 jours près avant la cassure du canal sur l'Eurostoxx ou après, peu importe. Et il suffit à ce moment-là de se positionner sur l'autre des actifs avec une conviction plus marquée que lorsque vous allez choisir un investissement un peu plus hasardeux. C'est exactement pour cette raison-là que j'ai voulu vous proposer, dans ces trucs et astuces, les corrélations entre des sous-jacents qui peuvent être très proches. À une époque, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, le titre Intel, qui était l'une des plus grosses capitalisations du Nasdaq, était très corrélé à l'évolution du Nasdaq. Enfin, pour terminer cette présentation et avant de vous laisser avec les graphiques que je vous ai préparés, on a l'approche sectorielle. Alors, qu'est-ce que l'approche sectorielle? Souvent, l'investisseur, selon ses appétences, va se tourner plus facilement vers tel ou tel secteur. Certaines personnes sont très friandes du secteur automobile, d'autres du secteur bancaire, d'autres peut-être, je ne sais pas, du secteur luxe, du secteur assurance, etc. La question qui va se poser est de savoir sur quel type du secteur vaut-il mieux investir. Est-ce que c'est mieux que j'achète Renault, Peugeot? Est-ce que je dois acheter Volkswagen? Est-ce que je dois acheter BMW? Pour répondre à cette question pertinente, deux astuces techniques à connaître. Analyser le graphique comparatif entre deux valeurs ou déterminer un secteur en phase de retournement afin d'identifier la valeur la plus en retard du secteur pour pouvoir se positionner sur cette valeur. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le comparatif entre deux valeurs? Il s'agit de prendre le ratio, par exemple, vous allez prendre le ratio Renault-Peugeot, puisque ce sont les deux grosses valeurs du secteur automobile français, et vous allez comparer le ratio Renault-Peugeot. Si le ratio Renault-Peugeot est haussier, ça veut dire que Renault a un potentiel plus intéressant que Peugeot. Si le graphique Renault-Peugeot est baissier, ça veut dire que Peugeot a un potentiel plus intéressant que Renault. Faites attention, si vous prenez Renault-Peugeot, il faut réfléchir dans ce sens-là. Si vous prenez le ratio Peugeot-Renault, il va falloir réfléchir évidemment dans le sens inverse, symétrique. Autre façon de réfléchir, vous pouvez également prendre un ratio
Renault face au secteur automobile, ou comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Renault face au CAC. Enfin, lorsque je vous parle de déterminer un secteur en phase de retournement, il se peut par exemple qu'à un moment on se dise, là on parlait de faire du secteur bancaire qui était un petit peu en branle ces derniers temps. Peut-être qu'à un moment, le secteur bancaire va marquer un signal de retournement aussi intéressant. À partir de ce moment, une fois que vous avez déterminé des signaux de retournement haussier sur un secteur, regardez les valeurs du secteur, les unes après les autres, essayez de voir laquelle vous semble être un petit peu en retard et n'hésitez pas à investir sur cette valeur parce que vous savez que la valeur va être prise dans le sillage du retournement global du secteur et va bénéficier d'un potentiel de hausse plus intéressant. Voilà, je vous ai mis ici volontairement des graphiques, certains dont on a parlé, Air Liquide, vous allez pouvoir avoir des overlaps, Airbus, des overlaps, Arcelor, vous allez pouvoir avoir des zones de résistance, des zones de support, des overlaps, etc. Ces graphiques-là, je vous laisserai les regarder tranquillement, puisqu'on arrive à l'issue de notre webinaire aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à poser des questions si jamais vous en avez, que ce soit à nos partenaires de Commerzbank, d'aller voir sur leur site tous les produits qu'ils vous proposent afin de pouvoir bénéficier des petites astuces qu'on vous a données aujourd'hui, puisque vous pouvez effectivement augmenter votre effet de levier sur certaines valeurs en intervenant sur des produits de la gamme Commerzbank. Je vous ai mis ici l'évolution de notre portefeuille DT Turbo face au CAC depuis la création du service. Vous voyez effectivement que le service surperforme très nettement le CAC, parce que parfois j'ai des gens qui me disent « oui, attendez, votre service DT Turbo, ça ne fonctionne pas tout le temps ». Il est évident que toutes les lignes qu'on prend sur DT Turbo n'ont pas forcément fonctionné, mais vous le voyez, dans la durée, finalement, on voit très nettement que le service surperforme le CAC 40. Voilà, je vous remercie. Je vous ai mis ici les moyens de nous contacter, donc le mail, info@dtexpert.com, le téléphone, notre site web, le Twitter, la page Facebook. Il y a également la chaîne YouTube pour ceux que ça peut intéresser, sur laquelle vous retrouverez sur notre chaîne ainsi que sur la chaîne de notre partenaire Commerzbank très prochainement cette présentation. Je vous souhaite donc à tous un très bon week-end. Je vous remercie d'avoir été présent pour cette troisième session. La prochaine aura lieu, je pense, pour ne pas me tromper, courant novembre, et aura pour intitulé « Les bandes de Bollinger » pour ceux, justement, que ça peut intéresser. N'hésitez donc pas à envoyer vos questions par la suite, et à très bientôt. Et pour ceux qui sont en vacances, de très bonnes vacances et un très bel été.